Merci à toutes et tous, soyez les bienvenus à la projection du 3e film en compétition, ici au 49e Festival du cinéma américain de Deauville. Welcome to the screening of the 3rd film in competition of the 49th American Film Festival in Deauville. Il s'agit du film The Sweet East. C'est le premier film pour son réalisateur qui va venir me rejoindre dans quelques instants pour vous en dire quelques mots. Mesdames et messieurs, please welcome Sean Price Williams. Hello, everybody. Thanks for coming to this brunch premiere. I hope we're giving you something to chew on. I thought that up. Yeah. Let's say this is. I'm really sad that I'm the only one here from the film because it was a really. I mean, every film obviously is a collaboration, but this one was like, it was really like a party to make, and everyone was just everyone was such a big part of it. I don't feel that confident being the one to represent, you know, everything that's in the film. So, but I'm here and I'm going to do my best to answer questions after. I hope you like the movie. It's very much about America, so this is I'm happy it's playing here. It really makes sense to me. And yeah, so enjoy the film and see you after. Oh yeah. Merci à tous d'être ici pour cette projection petit déjeuner quelque part. J'espère que je vais vous donner quelque chose à mâcher, à avaler, à digérer. Avec ce film, alors je suis triste, nous dit-il, d'être venu tout seul pour vous en parler, parce que ce film, bon, bien sûr, chaque film est un effort collaboratif de plusieurs personnes, mais particulièrement celui-là, c'est un film qui a vraiment été une combinaison de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes, de beaucoup d'histoires, et ça a été parfois même un peu chaotique. J'ai eu l'impression que parfois le tournage, c'est un peu comme une grande fête qui ne s'arrêtait jamais. Donc bref, vous allez voir le résultat. Et puis le résultat, le film que je vais vous faire voir aujourd'hui, nous dit-il, c'est vraiment un film qui parle de l'Amérique. Encore une fois, il n'en dit pas trop, mais vous allez le comprendre dans quelques instants. Et bien sûr, il sera présent sur cette scène à l'issue de la projection pour vous en dire quelques mots et répondre aux questions que moi et vous allons lui poser. Voilà, merci. Thank you. Bonne projection. Bonne projection. Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus à ce Q&A, cette session de questions et de réponses avec le réalisateur du film The Sweet East que vous venez de voir. Avant d'appeler le réalisateur sur scène, je vais vous demander de bien vouloir suivre ces petites règles. À l'issue des questions que je vais moi-même poser au réalisateur, nous allons prendre quelques questions dans la salle. Donc si vous avez une question à lui poser à ce moment-là, je vous demanderai de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous faire passer un micro. Et quand vous aurez le micro dans la main, de bien vouloir vous lever pour qu'on puisse voir qui est en train de poser cette question. So now we are going to call the director on stage. After a few questions and answer, I'm going to ask the audience if you have any questions to ask, and if you do, please, not now of course, but later, please stand up, ask for the microphone. No, ask for the microphone and then stand up so that we can see who's talking once you have the microphone. But for now, maintenant, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés Sean Price Williams. Thanks for staying. Sean, please go center stage. Thank you. Sean, vous avez une brillante carrière derrière vous, de directeur, derrière et devant vous, de directeur de la photographie pour des réalisateurs aussi novateurs qu'Alex Ross ou les frères Safdie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette histoire-là en particulier pour passer derrière la caméra et cette fois-ci pour réaliser vous-même? You've had quite a brilliant career behind and in front of you as a cinematographer, a DP, and you have been working for such innovative directors such as Alex Ross or Safdie brothers. Why did you choose this specific story for your first directing effort? I always wanted to be a director, and I didn't really know what a cinematographer was when I started. I didn't know the delineations of these jobs. So I kind of fell into being a cinematographer. And at this point in my life, I guess, and a few other people that I've been working with on other projects, we decided, all of us, to maybe step into new shoes. The producer kind of is new at producing,
production designer. It was their first time being production designer. Everyone just we decided to level up. And the script was it was kind of a friend of mine and I came up with it. He wrote it. He's a really great writer. But it was we designed it sort of together, this story of this girl. And just as a vehicle to critique or attack or whatever certain American societal situations that may or may not even exist. They're all almost real things, but not. The ending was quite abrupt, I wasn't really. Okay, so Sean nous dit que c'est donc sa première fois en tant que réalisateur. Il a donc, comme je vous disais, travaillé avec d'autres réalisateurs auparavant, mais en tant que directeur de la photographie. Et c'était sa première fois. Mais en fait, c'était sa première fois, mais c'était également la première fois de beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le film. Parce que, à force d'être sur des plateaux de tournage, de travailler sur plusieurs films avec beaucoup de gens différents, et puis aussi des personnes qui retrouvaient d'un tournage à l'autre, eh bien, ils ont discuté, et puis il s'est dit, l'envie est venue petit à petit de faire un film avec ces personnes qu'ils retrouvaient, encore une fois, d'un tournage à l'autre, et ils ont tous décidé de se rassembler pour faire ce film, et pour presque chaque personne de l'équipe technique en tout cas, mais aussi des comédiens, c'était leur première fois. C'est la première fois que l'éclairagiste a fait son travail sur ce film, et donc voilà, ils ont tout simplement décidé d'enfiler de nouvelles paires de chaussures et d'essayer quelque chose. Ça a vraiment été une expérience, une première fois pour presque tout le monde. Et le scénario, par exemple, nous dit-il, le scénario a été coécrit par lui et un ami, et ils ont comme ça décidé de développer cette histoire qui est partie, parce que l'histoire, nous dit-il, du film, comme vous vous en êtes probablement rendu compte, ce n'est finalement qu'un alibi pour parler, pour critiquer, pour mettre le doigt sur des choses qu'il a vues, des choses qu'il a ressenties, une certaine idée, peut-être un peu onirique, mais une certaine idée de l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. So you are used to film sets, but what did you learn as a director this time? Was it exactly what you expected, or were you surprised in any way? Vous avez donc l'habitude de travailler sur des plateaux de tournage. Les films, pour vous, c'est pas une nouveauté, mais être réalisateur, c'est une nouveauté. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris en tant que réalisateur? Yeah, to answer that, I really wanted. It was very important to me that it was a sort of a dream set where everybody was having the best time working that they've ever had. That was sort of a real goal of mine. I wanted to prove that movies could be made in a very pleasurable, friendly way. And that all comes from kind of, it just has to be, it is partly the director's job to create that sort of environment. And I think I was pretty successful at it. I think everyone had a really good time working on it. I also learned that the more I talked to actors, the more confused they got, and I wasn't very strong. I could work on that a bit. The actors, when they did what they thought was right, was always right, and which was maybe that is the job. So, especially Talia, the lead actress, I say this to everybody. She understood the film better than anybody, I think, when we were making it. And whenever I questioned anything, it was wrong. En fait, ce qu'il voulait, c'était établir une ambiance sur le plateau de tournage qui soit la meilleure, la plus agréable possible pour tout le monde. C'est ça qu'il voulait faire. Et c'est ça d'ailleurs, il nous dit, je pense que c'est vraiment un des rôles principaux du réalisateur. Faire en sorte que toutes les personnes qui participent au film aient la meilleure expérience possible et passent un bon moment. Et il nous dit, je pense que sur ce film en particulier, j'ai plutôt réussi parce que je crois vraiment que j'ai réussi à prouver que faire un film, ça devrait être, et c'est souvent, et ça peut être, et ça a été le cas, un plaisir pour tout le monde. Vraiment une expérience enrichissante à tous les niveaux. Et il nous dit en plus, il y a plusieurs choses dont je me suis rendu compte. Par exemple,
trop expliquer, trop parler, trop diriger finalement les comédiens, c'est parfois une erreur, parce que les comédiens, ils ont ça en eux, et si on choisit le bon comédien qui a le bon feeling avec l'histoire, eh bien eux-mêmes en fait savent tout simplement instinctivement quoi faire. Donc faire confiance au comédien pour avoir le meilleur résultat possible, c'est aussi une chose qu'il a appris. Et il nous dit d'ailleurs que Talia, enfin en tout cas la comédienne principale du film, c'était peut-être, sans doute, probablement la comédienne qui a le mieux compris l'histoire, les enjeux, l'ambiance du film en général, parce que tout ce qu'elle a fait, elle l'a très souvent fait par instinct, et son instinct ne l'a jamais trompée, parce qu'elle avait toujours la bonne réponse, elle savait toujours quoi faire, elle a vraiment compris le film mieux que n'importe qui, peut-être mieux que lui-même. Est-ce que vous aviez toujours eu Simon Rex en tête pour le rôle de Lawrence dès le départ, et comment est-ce que vous avez composé le reste du casting, Jacob Elordi ou donc Talia Ryder dont on vient de parler? Did you always have Simon Rex in mind from the get-go? Because we know Simon Rex quite well. And what about the other actors, Jacob, Talia? Maybe you can talk about the casting process. Sure, yeah. So when we wrote the script, we had no real hope that it would ever get made. So I think my first idea was Bradley Cooper. We were just fantasizing, like, okay, yeah, let's get Bradley Cooper. Yeah, we definitely can get into It's easy to fantasize. Yeah. And he was making Star is Born then. That's how long ago this was. No, Simon came in pretty late because I was really picky about who to get for this. And one of the producers from our film had worked on Red Rocket, so he made the connection. I knew Simon Rex mostly as a rap rock, like kind of comedy rock rap musician, and he had these great videos on YouTube that I always would watch when I was sad or something, and he was a real light to me. Jacob Elordi came on first before we even had funding. He got the script somehow, and he just really wanted to do it. It's strange, it's such a small part, but he was really into. He was the first person cast. Talia was the first person I met for the role, and I said, well, that's not going to work, because that's not the story. You have to meet 500 people before you find the right one and everything. So I talked to many other people, and then decided actually she was the one. It was just embarrassing because it was the very first person I met to talk to. Alors sur le casting, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, lorsque Sean a commencé à envisager le film, il n'avait pas, c'était vraiment un rêve. Comme en fait, au départ, c'est ce qu'il nous dit, les 2-3 personnes qui ont commencé à travailler sur le film, lui donc en premier. Ne pensait vraiment pas que le film allait se faire, c'était vraiment un rêve. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans les rêves? On fantasme, on se dit, ce serait génial d'avoir tel acteur ou tel acteur. Et le premier acteur auquel il a pensé, c'était Bradley Cooper. Et évidemment, il s'est dit, ce serait formidable d'avoir Bradley Cooper, mais il pouvait pas. Bradley Cooper, il était en train de préparer A Star is Born, et puis, depuis, voilà, il est parti dans d'autres directions. Donc, c'était trop tard. Et en fait, Simon Rex, il y a pensé assez tard. L'idée lui est venue assez tard. Lui, il connaissait Simon Rex par les petites vidéos, les petits sketchs que Simon Rex faisait et posait sur YouTube et d'autres services de streaming. Et donc, voilà, il le faisait rire, il le connaissait depuis quelque temps. Et puis, en fait, il y avait un des producteurs qui avait travaillé sur Red Rocket, qui était présenté ici, sans doute, vous vous en rappelez-vous, il y a quelques années à Deauville. Et donc, il avait une connexion, un contact avec Simon Rex, et c'est comme ça qu'il est arrivé sur le film. En ce qui concerne Jacob Elordi, eh bien, lui, il a réussi en fait à avoir le scénario entre les mains d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, c'est lui qui est venu auprès de Sean et qui lui a dit qu'il aimerait vraiment faire partie du film. Donc parfois, ça marche dans l'autre sens. Et enfin, Talia, alors là, c'est encore plus incroyable parce qu'en fait, c'est la première personne, c'est la première comédienne qu'il a rencontrée pour ce rôle. Et il s'est dit tout de suite, ah, mais formidable, ce serait génial de l'avoir. Mais après, il s'est dit, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on voit d'autres personnes, c'est pas possible qu'on la trouve dès le départ. Et il a auditionné 500 autres comédiennes, ça a pris du temps, ça a été long. Et finalement, après avoir auditionné toutes ces comédiennes, il s'est quand même rendu compte que oui, c'était vraiment elle, donc il est revenu vers elle. Et c'est comme ça que ce casting, petit à petit, s'est composé.
Vous avez tourné le film en 2 fois, si je ne me trompe pas, à la mi-2021 et à la mi-2022. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire... Est-ce que c'est un choix tout d'abord, ou est-ce que ça dépendait des circonstances? Et est-ce que votre expérience de réalisateur a changé entre ces 2 périodes? You shot the film in twice, actually, 2 parts. The first in mid-2021 and then the second half in mid-2022. First of all, why was it a choice, or was it, because of something? And what did you learn? How did you change as a director between those 2 sessions? Yeah, that was we designed it that way, and it actually ended up working out because Talia had another job, a film that's playing here in Poland. That was in between the shoots. I really wanted it to be snowy winter and spring and summer. We had no winter. That winter there was no snow. It was very disappointing. But it's we worked it into the movie where they don't have snow for their film shoot, which is a disappointment. But now it's just a part of the movie. And then yeah, I also wanted to start editing to really know what I was doing before I went back in and shot the rest of it. So and I did and it was really helpful. And it's a luxury to do that. But the Safdie brothers always have built into their schedule big pickup days, like weeks after they've cut the entire movie. There's no ending. 6 months later, we shoot the end of the movie. That's kind of a thing. You can do that, and it's as long as you plan that, it's a great method. But yeah. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient décidé qu'ils allaient faire le film en 2 fois dès le départ, pour plein de raisons. Par exemple, une des raisons, c'est que la comédienne principale, Talia Ryder, eh bien, elle avait en fait un autre rôle à interpréter dans un autre film en Pologne, et donc en fait, elle a tourné la première partie du film, elle est partie faire son autre film, et elle est revenue. Donc ça, c'était une des contraintes autour desquelles, créativement parlant, ils ont réussi à faire le film autour de cette contrainte. Il y avait aussi le fait qu'ils voulaient avoir, par exemple, dans le film, un hiver avec de la neige, donc ils voulaient attendre d'avoir la bonne période, et puis finalement ça n'a pas pu se faire. Ils ont été obligés de trouver d'autres moyens de trucage, etc., parce qu'il n'y a pas eu de neige, ils n'ont pas eu de neige à ce moment-là. Mais il dit que c'est intéressant, et puis lui-même, en tant que réalisateur, a appris des choses, effectivement, parce que lorsqu'il a eu terminé de tourner la première partie du film, dans ce gap de plusieurs mois, de presque une année en fait, qu'il y a eu, eh bien, il a commencé le montage du film, et en s'occupant du montage, il a pu voir ce qu'il a fait, et le fait de travailler sur le montage de la moitié du film lui a donné des idées, évidemment, l'a fait réfléchir sur tout ce qu'il allait pouvoir faire différemment, puisqu'il a acquis donc une expérience sur la deuxième partie du tournage, et il nous dit qu'il a donc travaillé avec d'autres réalisateurs, comme par exemple les frères Safdie, et que les frères Safdie, eh bien, eux font souvent ça aussi. C'est-à-dire que parfois ils commencent un film, ils ne savent même pas exactement comment ils vont terminer, ils s'arrêtent de tourner, ils réfléchissent, il se passe plein de choses, et 6 mois plus tard, ils tournent la fin, etc., etc. Donc quelque part, c'est pas mal pour prendre du recul quand on peut se le permettre, bien évidemment. Est-ce que vous avez suivi scrupuleusement le scénario, ou est-ce que le scénario a été modifié tout au long du tournage? Did you follow the script like faithfully, or did the script evolve in any way during the shooting? I thought we were pretty faithful to it, but I found a copy of the shooting script a couple weeks ago and looked at it, and it doesn't really resemble the film very much. Jeremy O'Harris and Ayo Edebiri, the filmmakers in the film, they took this much dialogue and went with it for 7 minutes, and then created this whole sort of thing that their characters sort of evolved from. That was definitely the actors. Yeah, there was another thing about the casting, which is important to me. I don't know. I actually hadn't seen any of the people that we cast act in anything before. And in fact, I saw Red Rocket after we cast him. I've still never seen Talia in any other movie. I don't know why. I just don't want to. I picked them purely just on how we all connected and became friends and things like that. Maybe it's actually the best way to do something, discovery. Also because of my insecurity, I think I had to do that. I didn't want anybody that was going to really challenge me. That's next time. That's a good point. That's a really good point. Oui, donc le réalisateur nous dit que le film a évolué en cours de route, à l'évidence, mais pour plein de raisons en fait. C'est pas si simple que ça. Tout d'abord, il nous dit que quand il a eu terminé le tournage, il pensait qu'il était resté relativement proche
du matériau d'origine. Et puis il a trouvé, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, il a remis la main sur une des premières versions du scénario, et en le lisant, c'est seulement en le lisant a posteriori qu'il s'est rendu compte que le résultat final, il est quand même franchement éloigné du scénario de départ, et notamment par exemple grâce aux comédiens. Et là c'est vrai, il nous dit que le casting donc a vraiment une grande importance, parce que quand on trouve les bons comédiens, pas les vrais, les bons comédiens pour le rôle, eh bien ils apportent quelque chose. Et là donc il en a eu la preuve, parce qu'il nous dit il y avait parfois, souvent dans le scénario, 2-3 lignes de dialogue qui au moment du tournage, grâce à l'improvisation, grâce au fait que les comédiens et les comédiennes s'étaient vraiment appropriés leur personnage, étaient devenus leur personnage, eh bien ils ont brodé autour de ça, et 3 lignes sont devenues 5 minutes de dialogue qui n'était pas écrit, qui a été généré spontanément sur le tournage. Donc ça fait partie des accidents heureux du tournage. Et d'ailleurs, lui-même nous dit à propos du casting que la majorité, pour ne pas dire la totalité des comédiens, des comédiennes de son film, il ne les avait en fait jamais vus avant à l'écran. Et même pour certains, par exemple Talia Ryder, au jour d'aujourd'hui, ce qui est un double pléonasme, je m'en excuse, eh bien il n'a toujours pas vu d'autres films avec Talia Ryder. Il ne l'a vu que dans son film à lui. Et par exemple, on parlait de Red Rocket tout à l'heure, il l'a vu après le tournage de son film. Donc voilà, encore une fois, tout ça, ça fait partie des hasards heureux qui peuvent survenir quand on fait un film. Yeah, I think Bradley Cooper would have changed the energy of the set. Yeah, probably. Yeah. Sans aucun doute, si Bradley Cooper s'était finalement retrouvé sur le tournage, le film aurait probablement été très différent. Alors vous avez parsemé votre film de références au cinéma expressionniste de l'âge d'or. Je pense notamment à David Wark Griffith. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos influences? Your film is peppered with references to the golden age expressionism, such as D.W. Griffith. Maybe you can talk to us about your influences. Yeah, well, Griffith is a big part of it because he's the American founder of modern cinema, right? I guess every country has their guy that started everything, but ours is Griffith, I guess. And he's a problematic figure when he's even discussed in any context at all. So it's a part of the naughtiness of the film that we loaded it up with Griffith. And even I think sometimes Talia, her eyes are very silent, very Mary Pickford or Lillian Gish. Lillian, obviously the name of the character is Lillian. The title cards actually came in late. They weren't in the script. I threw them in just because I wanted a little more silent movie. Great font. Yeah. It's almost entirely Griffith's title card, but he had a DG at the bottom. We took that away. We changed it, but yeah, it's really just even the title is kind of like could almost be one of his short film titles. It's a bit of a play on other titles of his. So many weird left field influences for me, just because I spend most of my time watching movies. It's all I like to do. I don't like going for walks or anything. I just want to watch movies. And so there's this, there's a lot of really, if we did a commentary or something, we could get specific, but they're very strange things that I was referencing throughout the movie. Polish movies and, inappropriate stuff too. Maybe I should never tell anybody. Actually, yes, there is a lot of European, Eastern influences which are pretty clear, but at the same time, so many happen at the same time, it's not easy to remember to point them right now. Yeah, I'm sure I watch many more European movies than American movies, so I think that always is kind of, there's a Hungarian movie that maybe I watch and it's just, I steal from it. Yeah, I shouldn't admit it. Griffith, donc David Wark Griffith, qui était quelqu'un de très problématique dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué de l'aborder. D.W. Griffith reste dans son œuvre une influence énorme pour le cinéma américain, mais pas seulement. Mais pour le cinéma américain, la plupart des grands réalisateurs finissent toujours à un moment donné par citer Griffith. Et effectivement, Sean nous dit qu'en ce qui concerne, Griffith, c'est évidemment le fondateur d'un certain cinéma moderne. Aujourd'hui, on retrouve son influence dans beaucoup de films, et on retrouve son influence dans ce film-là. Et d'ailleurs, Talia, parfois, quand il a filmé, il regardait son regard, ça lui faisait penser au regard de Lillian Gish, des grandes comédiennes
comédiennes de l'âge d'or du cinéma, et également les cartons qu'on voit dans le film, ce qu'on appelle cartons, c'est-à-dire les passages où le fond est noir et on a juste de la typographie qui apparaît comme ça. Eh bien, c'était aussi des hommages à Griffith. En tout cas, c'était inspiré. Parfois, c'était tellement inspiré que c'était même carrément des cartons de Griffith qui modifiaient légèrement, mais il y avait encore la signature de Griffith en bas qu'ils effacent après. Mais donc voilà, tout ça pour dire que pour lui, forcément, les influences sont multiples, et c'est ce que nous disions pendant quelques secondes. Il y a tellement de références, d'influences, que c'est presque impossible finalement de mettre le doigt sur chacune d'entre elles, parce que pas mal de ces références sont presque instinctives. En tout cas, il ne s'en est pas forcément rendu compte à ce moment-là, parce que lui, nous dit-il, quand il avait 10 minutes, quand ses amis par exemple allaient faire un tour, boire un verre, lui il regardait des films. Il regardait des films le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, tout le temps. Il a regardé énormément de films, tant de films en fait que ça a vraiment infusé, et qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est compliqué d'arriver à mettre le doigt sur toutes ces références. Et il nous dit qu'il a notamment été beaucoup influencé également par le cinéma expressionniste américain, mais également et peut-être même surtout européen. Est-ce qu'il y a des... Can I add one thing? Yes, of course. Also, I was really watching, and I am always really inspired by the 16mm concert films from the 60s and 70s, Monterey Pop, Pennebaker movies, Maisels. These guys really, I just get so excited when I watch those films still. So I think there was a bit of that, like a music documentary, 60s music concert film thing. Also, the massacre scene on the set when the guy gets his face shot off. That we filmed that about maybe a week or 2 weeks after the incident in America on the set with Alec Baldwin, and it was all in the script. We had real gun guys. All the gun guys left our film, so we had these fake guns. And so I decided to make it really hokey and really stupid, and yeah, because we couldn't really get a very convincing thing. We had lost all of our support. So there's a trauma film. I don't know if you guys know trauma films. These terrible New Jersey, New York horror films from the 80s. This was the direction we went there in that situation. But actually, it's a happy accident, because you know the result is better than what it may have been. Yeah. Okay. Sean nous dit qu'il a également été assez beaucoup influencé par les films musicaux, les films de concert, les concerts filmés des années 60, début des années 70, en 16 mm, parce que il y a beaucoup de ces concerts, par ailleurs, je ne sais pas si vous en avez vu quelques-uns, Woodstock et compagnie, des concerts qui étaient filmés au plus près du visage des personnes qui étaient en train de chanter ou de jouer de la musique, et comme c'était encore une fois une pellicule de petit format 16 mm, c'était très granuleux. Et les pellicules à cette époque-là, en plus, ne répondaient pas très bien à la lumière artificielle, basse lumière, donc c'était très très granuleux, et on retrouve évidemment cet aspect dans le film que vous avez pu voir il y a quelques instants, beaucoup de plans serrés, beaucoup de grains qui donnent un côté vraiment organique et tout ça. Donc voilà, il a été inspiré par tous ces films les films dont on vient de parler, les documentaires musicaux, et puis pour la scène du massacre qu'on voit dans le film, eh bien cette séquence-là, elle a été tournée 2 semaines à peu près après l'incident, parce que maintenant c'est comme ça qu'on en parle, dans lequel était impliqué Alec Baldwin sur le tournage du film Rust. L'incident qui, évidemment, a fermé la porte à énormément de choses qu'on voyait régulièrement sur les plateaux de tournage américains, et notamment les vrais revolvers. Donc, pour cette séquence-là, il devait avoir d'authentiques fusils, revolvers, des vrais, mais qui étaient manipulés par des professionnels. Évidemment, les professionnels sont partis, donc il n'y avait plus de vrais rien. Donc, il n'y avait que des faux, mais des faux qui faisaient vraiment faux, quoi. Et ils se sont dit, on va jouer avec ça. C'est-à-dire que voilà, on est parti avec un truc qui n'était pas extraordinairement réaliste, mais ça a ajouté au côté un peu grand guignol. Il nous parle notamment, alors je ne sais pas si ça a parlé à certains d'entre vous, il nous parle d'une société de production du New Jersey qui s'appelle Trauma. Les films Trauma, c'était des films qui, je me rappelle, I do remember, I have some love for Trauma, but you know. Et les films Trauma, c'était des films d'horreur, des films sanguignolants avec des massacres, mais c'était tellement énorme en fait que c'est drôle quelque part. Donc ça a été aussi une de ses sources d'inspiration, et en tout cas pour cette séquence du massacre. Y a-t-il une question dans la salle? Alors attendez, il y a voilà, monsieur littéralement bondit de son siège, ici au milieu. Je pense que... Voilà. Bonjour, merci pour votre film.
C'est un film qui restera longtemps en mémoire. En tout cas, de mon côté, il me poursuivra des jours. Merci pour votre conte cinématographique. Je ne sais pas si on peut parler de conte cinématographique, mais c'était prodigieux. J'ai aussi vu le désenchantement de la jeunesse américaine, qu'on pourrait peut-être appliquer à notre jeunesse aussi. Est-ce que vous croyez qu'on peut réenchanter le monde et la jeunesse? Est-ce qu'il y a des pistes? Quelles sont vos pistes? Merci. First of all, thank you. Thank you for the film. It's this gentleman says it's going to stay in his memory for quite a long time, for sure. There is one question in your film which looks like a fable, like something almost dreamlike, you know. What he felt very much was the disenchantment of American youth. And maybe you can talk to us about that. Was it something that you had clearly in mind? And what you think could happen for the American youth to actually feel enchantment back in their life? Yeah, I find that they're stronger than it doesn't make any sense how strong actually some of the youth that I like, Talia and her friends. They're really very positive, and I can't understand how. You know, I mean, I know when I was there, when I was young, I was disenchanted. I really hated my peers. I hated my family. That's some of my family in the end of the movie, my real family. And you know, in the beginning of the movie, the first like 10 minutes, I just want to leave the movie. You know, that's kind of the point of it, though. I think they're stronger than you know. It's like when my ridiculous friends have children and they shouldn't, and the kids turn out really amazing, and as the parents just are dissolving into just horror stories. So I think the young people are stronger and I'm inspired by Talia all the time. We hang out, we record music. She's like a total, but you know, she knows that there's no real hope, but she somehow doesn't seem to care. Then that's the problem, is that they kind of don't really care. And that I don't know. All we can do as older people is sort of just I don't know, introduce things to them that might inspire them or something. En fait, ce qui se passait, c'est que vous avez raison dans ce désenchantement de la société, en tout cas de la jeunesse américaine, parce que c'est celle qu'il connaît. Mais il nous dit que il y a aussi un rapport, enfin pas un rapport, mais ça a fait écho à beaucoup de choses que lui-même a ressenties dans sa propre jeunesse. Il nous dit que quand lui-même était jeune, il détestait tout le monde, il détestait ses copains, il détestait sa famille, et donc quelque part il peut comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Mais il nous dit que la jeunesse actuelle, elle est beaucoup plus forte que ce que lui a vécu, ce que lui a ressenti dans sa propre jeunesse. Et ils sont très forts, ils ont vraiment quelque chose en eux. Et quelque part, il va pas forcément parler de désenchantement, ou alors si, peut-être. En tout cas, il nous dit que il a des amis de son âge qui ont des enfants, il y a des ados autour d'eux, et ces adolescents, ces enfants, ils sont formidables, ils sont vraiment, ils vous inspirent quelque part. Mais tout en vous inspirant, ils se rendent bien compte que les enfants, les adolescents en question, ils n'ont pas d'espoir quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Et donc imaginez, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis tout en vivant aux États-Unis, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir dans le futur, il n'y a rien qui vous inspire. Et donc quelque part, c'est juste qu'ils n'ont pas d'espoir dans le futur, mais ça les déprime pas plus que ça. En fait, ils s'en foutent. Voilà, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de futur, c'est pas grave. On vit au jour le jour. Et quelque part, il nous dit, le danger, il est là. C'est le fait de ne même plus penser à un futur quelconque, parce que c'est tellement noir, l'horizon est tellement bouché que bon, peu importe. Et le danger, il est là. Et c'est ça le problème, c'est ça le danger. Et il nous dit que notre rôle en tant que personne de 40, 50 ans aujourd'hui, par rapport à ces enfants, ces adolescents, eh bien, c'est de leur donner, voilà, une inspiration, une idée, une envie, comme dirait le grand Johnny, envie d'avoir envie. Et voilà, bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est ça qu'il voulait vous dire. Y a-t-il une autre question? Alors, monsieur là-bas, et ensuite on va venir ici. Monsieur, I'm just going to add, I do think maybe they do too many drugs, that I might say. But other than that, they inspire me. Oui, ils prennent sans doute trop de drogue aussi, ça peut participer au problème. Monsieur. Oui, je voulais juste vous demander sur le processus d'écriture, comment vous avez procédé, parce que c'est complètement délirant, onirique, ça part dans tous les sens, enfin c'est assez génial à regarder, mais j'imagine qu'à écrire, voilà, je m'interroge sur comment vous avez fait. The question is actually about the script.
The film is amazing to watch. It's really strange, really weird, dreamlike. It kind of goes in every direction, and it's really cool to watch. But was it cool to write? This gentleman is asking. Maybe you can talk to us about the writing process. Yeah, well, Nick is really the writer, and if Nick was here, he speaks like as if he's reading something that that was written 300 years ago. It's like he's got such a long-winded way of speaking. He's very funny. He's very poetic. The Lawrence character, not the white supremacist part, but the Lawrence academic, awkward thing. That's really Nick. Yeah, so it was so fun to write it. I mean, well, he would come with me on train rides, and we would sort of go through the script, and sort of I would add things. Also, I had a feeling that maybe I'll never get another chance to do this, so I was putting in a lot of things like the animation. There's a big giant Muppet in the middle of the movie that had a much bigger scene, but that's gone. I just kind of was throwing everything in there, and that kind of gives it I guess more of a dreamy quality. But it was really just because I just wanted to put everything in case I never get to do it again. But it was a lot of fun to write. We were just being bad boys. It's also a lot of time in a bar writing a script, that kind of thing. It's that kind of movie. Do you remember the bar? Maybe now it's going to become... Same bar every time. Donc il nous dit que ce n'est pas lui le scénariste, c'est Nick qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui. Et c'est vraiment lui le scénariste. Mais ils ont travaillé ensemble. Mais au départ, c'est Nick qui a écrit le premier jet du scénario. Et il nous dit que ce premier jet, c'était vraiment un scénario qui, comme le film que vous venez de voir finalement, partait un peu dans tous les sens. C'était très poétique, il y avait beaucoup de poésie, beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses comme ça qui partaient très très loin. Et puis il lui a lu. Il y avait notamment par exemple des personnages il y a des personnages dans le film, comme le personnage de Lawrence, donc Simon Rex, qui son côté un peu malaisé, son côté académique, ça c'est vraiment un personnage qui vient presque complètement de l'écriture de Nick. Mais sur le film en lui-même, sur tout ce qu'il y a autour et avant et après, eh bien c'est quelque chose qu'ils ont fait ensemble. Ils s'asseyaient tous les deux pendant des heures dans des cafés, dans des bars, et il racontait l'histoire, et puis lui, hop, il avait une idée, il mettait ça, et puis il lui dit que pour lui c'est important parce que ils se sont rendus compte, en tout cas dans leur première discussion, ils se sont dit, là on va faire un film, mais c'est peut-être le seul film qu'on va réaliser de toute notre vie, c'est possible. Et donc, si vraiment on fait que ce film-là, eh ben on met tout. Voilà, on met tout ce qu'on a dedans, tout ce qu'on a envie, tout ce à quoi on peut rêver, on peut fantasmer, on va le mettre là-dedans. Et par exemple, toutes les séquences vraiment oniriques, les hommages à Griffith, toutes les parties avec des maquettes, des trucs un peu étranges, bizarres, comme ça, espèce de mannequin. Et ben voilà, tout ça, c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Alors ils se sont dit, allez, on y va, et on verra ce que ça donne à la fin. Et c'est sans doute, effectivement, tout ça qui donne au film son aspect un peu foutraque, un peu onirique, etc., etc. C'est sans aucun doute venu de là. Alors il y avait quelqu'un ici, au 3e rang, 4e, voilà, je vieillis. Merci beaucoup pour le film. Pareil, ça restera longtemps. J'avais deux petites questions sur la musique. La première, c'est la chanson de base. J'aimerais savoir quand est-ce qu'elle est arrivée sur le processus créatif. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que Thalia l'a réinventée elle-même? Et la deuxième, c'est la petite ref à Morricone quand elle visite le camp. La petite référence à Ennio Morricone quand elle visite le campement. J'aimerais savoir l'intention derrière. Merci. Okay, so actually two questions in one. Lucky you. It's about the music. The first question is about the main, song that we hear. Can you talk to us about this song? Where does it come from? When did it appear in the making process? And did Thalia make up some of that song? Maybe you can talk about that. And the second question is about the reference to Ennio Morricone. Maybe you can also explain that. Sure, I love to talk about the music. The music is the most important thing to me. I probably make a movie just as an opportunity to use music that I want to use. Most of the music that I thought I would use in the movie, of course, is not in the movie because it just didn't work once we were putting it together. And then there were lots of other treasures that I would, discover along the way that did work. The theme song he's a guy who's done scores for movies that I've worked on, but I've known him as a sort of a pop musician for over 20 years, and he'll make a record
and just send a WeTransfer to like 5 people. That's his entire fan base. And they're, to me, like some really great, beautiful pop songs. And he wrote the song for the movie for her to sing. And it's filled with Edgar Allan Poe references, so it kind of ties into the movie that way. And I think it's a great song. I was really, like, I don't know, thrilled to have it in the movie. And it really meant a lot to me for her to sing the theme, because I thought that it might be more likely to get stuck in your head if you hear her voice and then you just have this song that maybe kind of comes back into your head as you watch the movie and hear her voice. The Morricone thing, that was really very lucky, because yeah, it's a Morricone track played by John Zorn, who's one of my music gods and New York musician. And played by who? John Zorn. Okay. Yeah, it's jazz, downtown jazz guy. And he used to let his music be in movies, but he doesn't really much anymore. So I didn't think, first of all, Morricone and John Zorn, I thought there was no chance, and it was really easy in the end, and he gave us that piece. Morricone, we used Morricone temp track for so many scenes, because there's just nobody, you know, better than him. But there's a lot of other kind of music heroes in the movie that are not buried, and sometimes it's very loud, some of the music, and it's friends and just people that I really like, whose music I love. Yeah, it's a very musical movie. La musique est très importante pour moi, nous dit-il, parce que voilà, j'ai toujours été baigné de musique, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et quelque part, nous dit-il, peut-être à un moment donné, je vais faire un film qui va complètement, entièrement tourner autour de la musique, donc ça a toujours été important pour moi. Et en ce qui concerne le film, j'avais beaucoup de morceaux en fait de musique que je voulais utiliser dans le film, que j'écoutais lors du tournage, et qui, pour plein de raisons différentes, ne se sont pas retrouvés dans le film. Mais en ce qui concerne donc la chanson, le thème du film dont vous parliez tout à l'heure, c'est une musique qui a été composée par un musicien que j'aime beaucoup, que je connais depuis 20 ans et que je connais moi-même comme, pour moi, voilà, depuis 20 ans, c'est un musicien pop qui est très bon, très très doué, mais en fait, il a une fanbase, il a un groupe de fans qui est très réduite. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, parce que lui, quand il fait un album, eh bien, il fabrique son album et après il le met sur WeTransfer, qui est un site internet de partage, et il l'envoie à une vingtaine de personnes. C'est tout. Donc c'est vraiment une fanbase très réduite, et c'est comme ça qu'il le connaissait. Et puis voilà, il a tout simplement, il lui a demandé s'il pouvait faire une musique pour donc le personnage principal, Talia, il a composé cette musique qui est remplie de références à Edgar Allan Poe, à des choses comme ça. Et lui nous dit que c'était important pour lui de faire entendre cette musique chantée par la propre voix de la comédienne dès le départ, parce qu'après, tout au long du film, on se rappelle, on a des réminiscences, ça reste dans un coin de la tête. Et voilà, pour lui, c'était important. Et puis par rapport à la référence à Ennio Morricone, en fait, c'était une composition d'Ennio Morricone qui a été jouée par un musicien qu'il apprécie encore une fois beaucoup, un musicien new-yorkais qui s'appelle John Zorn, mais au départ il s'est dit j'ai aucune chance d'avoir les droits de la composition de Morricone et en plus de John Zorn, et puis bah si, finalement c'est ce qui s'est passé. John Zorn très gentiment joué la musique donc de Morricone, et on entend souvent Morricone dans ces séquences là. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement pour des séquences comme celle du film, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une musique d'Ennio Morricone? Donc autant aller directement à la source, comme ça on sait qu'on ne sera pas déçu. This conversation is now over. Cette conversation est terminée. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir. Thank you. Williams.